Salam alaikum, Azoul, bonsoir, comme disait Jamaldine Benchenouf. Top 3, rétro-info de la semaine. On aura donc 3 sujets, comme d'habitude. Le grand retour de Chakib Khalil, le remaniement ministériel, enfin le mini-remaniement ministériel, et enfin le front social qui est en ébullition en Algérie en ce moment. Mais avant tout cela, on va essayer quand même de parler de ce fameux 5e mandat. Une petite vidéo qui vient de tomber, donc une déclaration de Jamal Oueld Abbas, qui est venu ce matin nous dire que le FLN appelle Bouteflika pour un 5e mandat. Regardons déjà ces images. مدام رئيس خير احنا خير هذا كله يمشي عند السيد الرئيس مع الوثيقة كذلك يترجاوا ويطلبوا استمرارية في المهمة تاع فخامة الرئيس مثل ما بداها في 99 والكلمة الأخيرة ليه. احنا كحزب التحرير الوطني بصفتي كأمين عام نتحمل المسؤولية نتاعي ونكون الناطق لكل المناضلين والمواطنين اللي عبروا عن الرغبة نتاعهم والأمال نتاعهم باش فخامة رئيس الجمهورية يواصل المهمة نتاعو مع الحزب العتيد العمود الفقري نتاع الدولة هو جبهة التحرير الوطني. Voilà, donc on a vu la vidéo tous ensemble pour un 5e mandat. Pour en parler justement, j'ai le plaisir d'avoir sur le plateau Nazim Taleb, représentant du mouvement Rached. Merci pour l'invitation, bonne journée. Monsieur Sami Osdiq, donc le coordinateur du mouvement Ibtikar, bienvenue. Merci pour votre invitation. Bonjour à vos téléspectateurs et bonjour à toute l'Algérie. Merci. On aura avec nous aussi Boukhalifa Ben Mamar qui est en retard. Il va nous rejoindre dans pas longtemps. On va déjà regarder les titres tous ensemble et on revient. Algérie 24. À un an de la présidentielle, Chakib Khalil quitte les Zaouïas pour un pèlerinage universitaire par Aderbal. TSA. Les leçons d'un remaniement par Makhlouf Mhanni. Liberté. Des partis politiques interpellent le gouvernement. L'opposition redoute une explosion sociale. Nazim Taleb, Jamal Oueld Abbas, un 5e mandat. Une surprise? Non, pas du tout. Il est dans son rôle de secrétaire général du parti du FLN qui est présidé par le président Bouteflika. Donc ce n'est une surprise pour personne. Après ces déclarations fantaisistes sur le fait que l'Algérie est mieux que New York, mieux que la Suède, donc on ne s'attendait pas non plus à quelque chose d'extraordinaire, si ce n'est pour valider l'idée qu'on avait tous qu'ils étaient sur la voie d'un 5e mandat. Donc il n'y a pas de surprise là-dessus. Oui, mais ce même personnage, justement, n'arrêtait pas de nier cette information, cette initiative, depuis maintenant des mois. Non, il n'a pas nié. Il a juste dit qu'il n'y avait pas de position qui était prise. C'est-à-dire que quand on lui disait « est-ce que vous soutenez Bouteflika ou est-ce que Bouteflika va se présenter à un 5e mandat ?», il disait « l'heure n'est pas encore venue de parler de ça, il n'y avait pas une décision qui était prise ». Mais là, apparemment, il y a une décision qui a été prise au niveau du parti pour un 5e mandat de Bouteflika. Monsieur Osdiq, on a eu même un député qui a été traduit devant une commission d'enquête par rapport à ce genre de déclaration. Une commission de discipline. Et un sénateur aussi. Tout à fait. Eh bien, écoutez, d'abord 5e mandat, puisqu'on parle du 5e mandat, Oueld Abbas a été dit un peu tout et n'importe quoi depuis longtemps. Donc, c'est pas tant la déclaration de Oueld Abbas en lui-même, c'est ce qu'elle représente. Il reste quand même le porte-parole du régime. C'est pour ça que j'y arrive. Ce n'est pas lui, intuité personnée, qui pose question, mais c'est effectivement le FLN, qui est le bras armé aujourd'hui du pouvoir. Hein. C'est le parti du FLN, ce n'est pas le FLN. Hein. Le FLN, c'est une notion historique. Hein. C'est avant 62, donc 54-62. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est le parti du FLN qui est, je dirais, le bras armé, effectivement, et on se prépare aux grandes manœuvres. Parce que moi, je crois que la question, ce n'est même pas celle du 5e mandat. La question, et pour moi, est encore beaucoup plus radicale. C'est de savoir, est-ce que ce régime, ce système peut perdurer? Est-ce que sa logique peut perdurer?
Je vous répondrai éminemment non, mais ce n'est pas juste parce que c'est pas juste une opinion personnelle, c'est parce qu'aujourd'hui le système a failli. Le système a failli, c'est un système qui est totalement inefficace, c'est un système qui a perverti les valeurs de notre peuple, c'est un système qui se renouvelle à chaque fois, mais aujourd'hui on est arrivé à une étape historique où il va être extrêmement difficile de continuer. Parce que si cette logique perdure, c'est ce pays qu'on va définitivement casser. Voilà. Alors la question du 5e mandat, moi je l'entends, mais j'irai même un peu plus loin. Aujourd'hui, ce système ne peut pas se succéder à lui-même. Que ça soit le 5e mandat ou une autre alternative dans le cercle de la déraison du pouvoir. Parce que c'est un pouvoir qui est déraisonnable. Mais nous y arrivons quand même à tout petit pas. Écoutez, vous savez, en un an, la politique, c'est peu, mais c'est parfois une éternité. Si la crise s'accélère, si différentes choses arrivent, je ne dirais pas qu'ils n'essayeront pas, mais ça va être extrêmement compliqué. Non pas je dirais, de mettre quelqu'un ou le président un 5e mandat, mais moi j'ai peur à notre Algérie. C'est ça mon grand problème. Nazim, un mandat de trop? On a déjà dit ça à propos du 3e, du 4e. Non, le fait, soyons, je l'ai dit lors de la séance précédente, j'étais sur votre plateau mardi ou mercredi, je ne me rappelle plus. Le fait que Bouteflika arrive à se faire réélire dans une année, c'est fort possible. Encore une fois, les raisons sont multiples. Une société civile qui est absente, elle n'est pas puissante. Il reste quand même un matelas financier qui n'est pas négligeable, même s'il y a une crise qui aujourd'hui s'installe, c'est une crise profonde. Donc il y a plusieurs facteurs qui font que, à mon avis, le 5e mandat, si bien sûr il est toujours en vie, notre président, arrivera à se faire élire pour un 5e mandat. La question est de savoir effectivement, est-ce que c'est le mandat de trop? Est-ce qu'effectivement, si la crise s'installe réellement, et aujourd'hui on a plusieurs facteurs, au niveau économique, vous avez une baisse de la production du pétrole en Algérie, une augmentation de la consommation intérieure des Algériens, donc vous avez un effet quand même ciseau. Donc ça réduit les capacités exportatrices de l'Algérie. Vous avez un pétrole qui est fluctuant, ça c'est l'aspect économique. Vous avez l'aspect inflation, parce n'oublions pas qu'ils ont imprimé 20 milliards de dollars, donc ça va forcément porter l'inflation en Algérie à des niveaux records. Vous avez l'aspect culturel. Donc il y a énormément d'aspects que, à mon avis, ce mandat-là, ça va être le mandat le plus difficile pour Bouteflika. Mais encore une fois, encore une fois, quand on parle de Bouteflika, ce n'est pas Bouteflika autant que tel, c'est la façade d'un régime qui est là depuis 1962. C'est un régime militaire. C'est pour ces raisons, justement, peut-être, que justement ce clan qui est au pouvoir aujourd'hui cherche à garder cet homme. Qui? Pardon? Il cherche justement à garder Bouteflika au pouvoir. Non, mais le régime, pour sa survie, ils vont bien sûr garder Bouteflika, mais s'ils voient que Bouteflika ne fait plus l'affaire, ils vont ramener quelqu'un d'autre, ne vous inquiétez pas, ils ont toujours fait ça. Et donc ils vont forcément trouver un autre homme. Là, pour le moment, c'est Ouyahia qui est en train de monter, à qui on a imposé à Bouteflika Ouyahia depuis quelques années, déjà chef de cabinet, puis Premier ministre, alors que quand même Ouyahia, il faut le rappeler, il est Premier ministre depuis 1995. Donc c'est quelqu'un des services, donc il ne faut pas croire, il ne faut pas que les Algériens croient que c'est Bouteflika le tout-puissant. Il y a un régime militaire derrière qui gouverne encore en Algérie. Merci. Boukhalifa, marhaba bik, bienvenue. Excusez-moi du retard, j'étais un peu pris dans les Alors, Boukhalifa, une vidéo justement qui vient de tomber, Jamal Oued Abbas a déclaré justement que le FLN aimerait voir Bouteflika au 5e mandat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas empêcher une personne de prendre un peu ses rêves pour une réalité, ça d'une part, et puis c'est une démarche qui consiste encore une fois à vouloir se payer la tête des Algériens. Donc le bonhomme sait un peu ce qu'il fait puisqu'il agit toujours sur ordre, et c'est une façon aussi d'envoyer des balançons dans la société et voir le retour. Les observateurs, qu'ils soient avertis ou simplement ceux qui animent les cafés du commerce, s'en sont bien rendus compte. Mais la véritable, le fond du problème est toujours ailleurs, puisqu'il y a une échéance qui est inscrite dans l'agenda.
il faut bien trouver un remplaçant pas au régime, parce que le régime se renouvelle de toute façon, mais il faut bien trouver pas forcément un remplaçant, mais une personne qui puisse gérer cette transition. Parce que la personne qui va arriver peut-être après Bouteflika, ça veut dire avec la dimension du bonhomme, donc ça va être un peu délicat et même problématique pour trouver un remplaçant de cet acabit. Mais il se borne aujourd'hui à trouver quelqu'un qui va gérer cette période de transition. Le temps qu'il y ait une embellie du marché pétrolier pour qu'ils puissent sauver un peu leur tête, et d'autre part, anesthésier un peu la société avec... Pourquoi on peut parler d'une période de transition? Eux, ils ne veulent même pas entendre ce mot. Non, bien sûr, ils éludent le fond de la question, mais c'est ce qu'ils vivent de toute façon, d'une façon ou d'une autre, parce que le pouvoir réel a besoin de gagner du temps. Le pouvoir réel en Algérie reste toujours l'armée. Donc ça, il faut toujours partir de ce postulat. Donc aujourd'hui, même si elle ne s'affiche pas directement aux affaires, mais au travers des choix qui sont faits, et le candidat qui doit gérer aujourd'hui cette transition doit faire d'abord leur consensus, en attendant d'avoir quelqu'un sur qui ils puissent fondamentalement compter. Ce qu'il faut savoir, c'est que les candidats qui doivent faire un consensus au niveau du pouvoir réel qui est l'armée, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, surtout que maintenant, la rente pétrolière elle a baissé, ce qui fait qu'ils se partagent forcément, entre parenthèses, vulgairement, comme on dit, le magot. Donc il n'y en a pas beaucoup, d'une part. Mais par contre, ils sont conscients qu'ils sont dans une galère, donc ils veulent bien que cette galère puisse les faire arriver à bon port. Et je pense qu'il y aura un candidat de transition, mais pas un remplaçant de Bouteflika. Merci. Monsieur Sdir, Bouteflika candidat, Bouteflika président ou pas? Je ne peux pas vous le dire, je ne vous répondrai pas ainsi. Encore une fois, j'atteste qu'effectivement, la candidature de Bouteflika est nécessaire pour la survie du système. Le personnel politique s'est réduit, il est usé. Trouver un successeur, ça a été dit, c'est compliqué parce qu'il n'y aura pas de successeur au sens premier du terme, il y aura quelqu'un d'autre. Donc le système, on le sait, son grand souci, c'est de perdurer. C'est de durer encore et encore. Donc, est-ce qu'il y aura Bouteflika ou non? Je ne sais pas. Mais pour moi, encore une fois, je vais répéter ce que je vous ai dit. Pour moi, ce n'est même pas la question de Bouteflika. Ce système-là, aujourd'hui, dans sa logique profonde, c'est un système qui a muté à chaque fois. À chaque période historique, il a muté. Il a su, à chaque fois, concentrer dans ses mains des ressources symboliques, financières et autres, et équilibrer ces ressources quand il y en avait une qui baisse. Et aujourd'hui, toutes les ressources sont en baisse. Ça a été dit, mais c'est encore pire que ça. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est qu'à partir de 2025, compte tenu de l'augmentation de plus de 13% de la consommation de gaz, l'Algérie va devenir un importateur d'hydrocarbures. Les niveaux des réserves, elles baissent au rythme de 25 milliards. Alors les chiffres absolus ne veulent rien dire. Il y a 100 milliards. D'abord, il n'y en a plus. Il y a moins de 100 milliards, il y a 92. Et à ce rythme-là, c'est 3 ans, c'est 4 ans. Parce que, encore une fois, je vais vous parler de logique du système. Et là, je vais faire une digression sur l'économie. Qu'est-ce qu'on regarde, nous? Tous les Algériens sont rivés sur le cours du pétrole. Absolument. Et du gaz, données que nous ne maîtrisons pas. De l'autre côté, le budget de l'État, les dépenses, personne n'arrive à les maîtriser. Au lieu de maîtriser ce que nous pouvons, ce que nous dépensons, on essaye de voir ce qui monte. Or, ça a été dit, le pétrole, compte tenu de la condition du marché, et surtout le gaz, puisque nous sommes un pays exportateur de gaz GNL, aujourd'hui, dans ce marché-là, les prix vont baisser, la production annuelle baisse de pétrole et de gaz. Historiquement, ce qu'on appelle le peak oil, c'est le moment où la production est la plus haute. Ça fait 6 ans, 7 ans que ça atteint. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas ce qu'on vous vend, il n'y a pas de grande découverte de gaz naturel. Et je vous parlerai... Pourquoi le pouvoir algérien n'a plus ce genre de discours? Pourquoi le gouvernement? Quel discours? Ce discours de chiffres, de données. Le peuple algérien aujourd'hui est perdu par rapport à toutes ces données. D'abord, ces données-là, moi ce que je dis, la première condition, si un jour nous arrivons au pouvoir, c'est de remettre à plat tous les chiffres. Il faut faire un audit général des chiffres et de tous les rouages. Parce qu'aujourd'hui, ce que je vous dis, c'est parce qu'on a des sources extérieures qui peuvent avérer voir cela. C'est comme le budget militaire, on le voit très bien avec ce qu'on appelle le CIPRI. Le CIPRI, c'est une agence à Londres qui regarde tous les budgets militaires du monde. Donc on regarde à côté. Aujourd'hui, c'est compliqué de dire les choses
dans le détail. Et le gouvernement aujourd'hui, il s'en fout, passez-moi cette expression des chiffres, il ne veut que durer. Il essaye de vendre du rêve à crédit aux Algériens. Merci. Nazim, on a bien entendu Bouteflika ou Yahya plusieurs fois dire que, en tout cas, les experts n'ont rien à faire et donnent que juste des chiffres comme ça. Pardon ? Un gouvernement Oui. qui n'entend pas les experts en Algérie. Ils ne veulent pas justement écouter ce genre de chiffres, ce genre de discours. Pourquoi ? Pourquoi cette fuite ? Bon, il y a plusieurs raisons. Il faut dire que le régime, il n'a pas changé de politique depuis... Oui, il y a les appels Farine Chirol, les gens qui parlent de chiffres, qui parlent... Non, eux, dans leur fort intérieur, savent que les choses vont aller de plus en plus mal pour eux. Sauf que pour sauver la face, ils ne peuvent pas dire aux Algériens, aujourd'hui, vous avez, encore une fois, comme on l'a dit, une baisse de la production. On a atteint notre pic en 2008. Depuis 10 ans, ça baisse. Il y a eu une petite remontée, mais le problème, c'est que cette remontée a été faite au détriment de la viabilité des puits. Aujourd'hui, par exemple, je vous donne un exemple, il y a eu 50 millions de mètres cubes de gaz qui ont été réinjectés dans les puits. Pourquoi ? Parce que, qui devaient être réinjectés dans les puits pour maintenir la pression dans les puits pour que le pétrole remonte. Ce gaz qui devait être réinjecté a été exporté pour honorer nos contrats. D'accord ? Donc, aujourd'hui, et depuis 2012-2013, vous avez les grandes compagnies qui se sont désengagées déjà du marché algérien. BP en est l'illustration, c'est-à-dire que les découvertes ne se font pas au rythme qu'on le souhaite. Donc, encore une fois, là, vous avez une production qui est en baisse. Vous avez un effet ciseau, comme on vient de le dire, c'est que vous avez une augmentation interne qui augmente. C'est normal. Vous avez une démographie galopante. Vous avez une mauvaise stratégie dès le départ, c'est-à-dire qu'on a construit des maisons sans tenir compte de leur aspect écologique, environnemental, de l'isolation. C'est-à-dire qu'on pouvait déjà, juste sur la partie de la consommation des ménages, alors quand je parle des ménages, c'est les ménages, les particuliers, on pouvait économiser de 30 à 50% de notre économie. Donc forcément, ces chiffres-là ne peuvent pas être présentés par les responsables, parce que c'est donner un tableau noir qui va forcément précipiter leur chute. Et donc forcément, on est dans des déclarations de diversion où on est mieux que les États-Unis, on est mieux que la Suède, mais en réalité, l'Algérien lambda, il n'a pas besoin d'experts économiques pour savoir que le taux de chômage n'est pas de 11%, mais il est de 25 à 30%. Et encore chez les jeunes, peut-être que c'est encore plus. Il sait très bien que son niveau de vie, 50% des Algériens vivent en dessous du seuil de pauvreté. Il n'a pas besoin d'experts pour voir la réalité des choses. Heureusement, Monsieur Oussendir, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, je veux rajouter quelque chose. Vous avez dit pourquoi ils ne tiennent pas compte des experts. Mais la question n'est même pas là, c'est Gasmi. Si à la limite, ils tenaient compte de la politique. Parce que le problème, il est d'abord politique. Soyons sérieux 2 minutes. Il s'agit d'abord d'un problème politique. Revenons aux choses, parlons. Il n'y a ni stratégie, il n'y a ni vision, ni perspective. La seule perspective, c'est de durer encore 6 mois. Je vais vous donner un exemple qui, pour moi, illustre un peu tout ça, cette incurie. Quand vous voyez des pays voisins qui programment des ports sur 10 ans, qui les construisent, il y a une commission, vous croyez que c'est ça un pays qui a une stratégie? Mais ça, je la prends pas. Je veux dire au premier degré. Quant à la politique, ça fait longtemps qu'elle ne fait plus partie des préoccupations de nos politiques et de notre société. Elle a été évacuée. C'est pire encore que ce que vous dites. Merci. Boukhalifa Ould Abbas, justement, dans sa déclaration, dit que nous demandons au président de briguer un 5e mandat, mais là, c'est à lui seul de décider de l'accepter ou pas. Ils veulent nous dire que Bouteflika parle, prend des décisions? Oui, mais c'est dans la continuité de la nature même des gens qui travaillent pour le système, qui ont choisi leur camp. Il est dans son rôle, ça ne m'étonne pas. Mais encore une fois, mais par contre, c'est un message à double niveau. Puisqu'il y a un phénomène de clientélisme chez nous, donc depuis 1999, la partie gérée par Bouteflika, la partie clientèle qui n'est pas la même que celle d'avant 1999, et je pense que même dans la séquence historique qui va succéder à Bouteflika, donc il y aura un autre type de clientèle. Jamal Ould Abbas incarne cette clientèle, donc il leur dit
en subliminal comme ça. Donc il va falloir quand même soutenir, pas forcément le personnage, mais soutenir la logique qui vous a permis depuis 99 d'enrichir, de vous enrichir déjà, d'enrichir vos portefeuilles par effet de prédation. Donc il est sur ce message et il est bien dans son rôle. Mais indépendamment de cela, Jamal Ould Abbas n'incarne pas un centre de décision. Donc ce n'est même pas de l'ordre du pion, puisque le pouvoir réel est toujours ailleurs. Le pouvoir toujours est ailleurs. Donc ce n'est qu'un fusible qui va sauter comme l'a été le Derabki avant lui. Voilà, je n'ose pas dire le nom. Voilà. Donc je suis saisi d'une forme d'amnésie sélective par moment. Mais je pense qu'il est dans son rôle. Et il ne faut pas s'attarder sur ça. Le pouvoir réel, ce qui est important, c'est de voir et de voir le positionnement de l'armée par rapport à tel ou tel. Est-ce qu'on a des indicateurs sur le positionnement de l'armée quant à une éventuelle candidature de Bouteflika? Ça, jusqu'à présent, aucun signe. Rien n'a filtré. À partir du moment où on a des indicateurs dans ce sens-là, je pense que la société civile devrait s'organiser, se faire entendre, mais là, c'est un autre débat. Ah ben justement, la société civile et M. Sder, justement, qui a représenté ces Ibtikar, vous avez lancé une initiative pour une candidature, je pense. Alors oui, pour une organisation, pour une architecture de la transition, c'est ça qui est important. Tout le monde parle d'une candidature unique, pourquoi pas? Mais je crois que c'est le bout d'un processus, ce n'est pas le début d'un processus que de désigner quelqu'un. Ça veut dire que nous, ce qu'on dit, on dit aujourd'hui, d'abord, on va prendre appui, et permettez-moi de le dire ainsi, sur effectivement le discours du président de la République le 19 mars. Qu'est-ce qu'il dit dans son message? Il dit il faut qu'il y ait la concurrence des programmes, il faut que nous continuions dans la politique, plutôt dans la culture des droits de l'homme et autres. Eh bien, c'est bien la parole du président de la République, nous sommes tous d'accord, nous avons tous lu ce message, oui. Même si on ne l'a pas entendu. Là où il a vraiment avoué qu'il y a eu une crise aussi. D'accord, alors, écoutez, mais moi je prends au mot ces paroles-là, que dès demain, on laisse l'activité politique, l'activité associative se développer, puisque le président, le 19 mars, l'a demandé. Eh bien, on le demande avec lui. Donc, qu'on soit bien clair, ça, c'est déjà le prémisse. La course au pouvoir. Totalement. Moi, je crois qu'il y a deux conditions sur lesquelles l'opposition, et je reviendrai sur le terme d'opposition, il y a deux conditions sur lesquelles l'opposition doit continuer à tous les jours à poser, sa patte. Un, la commission de préparation, d'organisation, de gestion des élections. Non pas l'ersatz qui a été créé la dernière fois. C'est une condition sine qua non, mais c'est loin d'être la première. La première, c'est de s'arc-bouter sur ce qui a été dit et dire « nous voulons maintenant une vie démocratique ». Alors, bien évidemment, comme dirait l'autre, ça n'engage que ceux à qui on envoie la promesse. Alors nous, ce qu'on dit par rapport à ça, on dit d'abord il faut définir ce qu'est l'opposition. L'opposition, aujourd'hui, elle ne peut pas être que ces partis qui sont exsangues, qui malheureusement sont brimés dans leur vie politique. Les Algériens se méfient des partis. Il faut faire de la politique autrement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on veut être dans cette opposition, il faut que ce soit la société civile, qui est encore en phase de construction, donc la question n'est pas celle-ci, et la société politique. Aujourd'hui, le monde politique est bien loin du citoyen. Le citoyen se manque. Donc il faut construire déjà cela. Deuxièmement, ce qui nous paraît totalement important, c'est d'abord se réunir, discuter sur un pacte de transition. Que les acteurs principaux se réunissent, non pas, excusez-moi, sur les plateaux ou sur les scènes, mais loin des médias. Il faut faire ce travail-là. C'est le travail le plus ingrat, parce qu'il n'y a ni flash ni caméra. Et à partir de là, on peut avoir une feuille de route qui, d'une certaine façon, lie les acteurs, une feuille de route qui sera constituée de mesures à court terme, parce que la crise est là. Il faut installer aussi, proposer autre chose et, bien évidemment, commencer à parler des mesures, je dirais, des mesures structurelles. Mais qu'on soit bien clair, après cela, quand cela est fait, là, un candidat peut surgir. De mon point de vue, de ce que j'appelle la période transitionnelle, celle qui va arriver après,
Ça ne peut pas être un homme qui représente un parti, soyons sérieux, qui va dire nous allons tous sous la casquette du parti flan ou la Fultan. Il faut, pour une période transitoire sur laquelle il y a accord, prendre quelqu'un qui soit au-dessus au-delà des partis, pas au-dessus, mais au-delà des partis, qui réunissent des conditions de probité, d'honnêteté, d'expérience et de vision. À partir de là, il y a le gouvernement qui est constitué avec, je dirais, le chef. Là, on prendra un chef du gouvernement et non pas un Premier ministre. La notion est importante. Et là, de cela, ce gouvernement qui sera choisi, qui sera coopté par les membres du pacte, lui sera amené pendant 2 ans et demi, 3 ans, c'est à discuter, à mettre les conditions minimales pour le retour d'une vie démocratique. Parce que les élections, il faut sortir de ça. Les élections, lorsqu'on met son bulletin, c'est le dernier acte démocratique d'un long processus. Ça ne peut pas être le début. Donc 2-3 ans pour cela, et après, passons, je dirais, à des élections libres avec tous les partis. Merci. Nazim Taleb, applicable comme initiative? Bien sûr, pourquoi pas, bien sûr. Est-ce que le pouvoir va laisser faire tout ça, descendre dans la rue? Le pouvoir, il ne va pas vous laisser. C'est à vous, autant que structure, alors quand je parle de structure, c'est-à-dire plusieurs acteurs politiques, à imposer un agenda au gouvernement. Le gouvernement, bien sûr, si vous l'entendez, vous ne ferez rien. Des gens qui sont issus de ce régime, à qui on n'a pas donné de parti. Rosalie en est l'exemple. Donc ne croyez pas que lui, il va vous ouvrir les portes pour que vous ayez... C'est à nous, acteurs politiques, au-delà de notre appartenance à un parti ou à un mouvement, effectivement de s'attabler, de s'accorder sur une plateforme commune qui, au-delà de nos idéologies, c'est-à-dire qu'on s'accorde sur un minimum, une démocratie, une période de transition. Quand on parle de période de transition, il faut être sérieux par rapport à une période de transition. C'est la plus difficile. Ce n'est pas quand le régime il tombe. La période de transition, parce que quand on va dans le détail, la période de transition implique une transition au niveau des services de l'ordre. Comment, avec 600 000 soldats sur le terrain, comment vous allez leur dire retournez à la caserne et professionnaliser ces 600 000? Il faut avoir une transition au niveau de la justice, une transition au niveau de la mémoire et de la justice, vérité et mémoire par rapport à ce qui s'est passé en Algérie. Ça, c'est un élément fondamental. Oui. Donc, il y a aussi la multiplicité de l'Algérie dans sa profondeur ou bien même dans sa composante. Vous avez les Kabyles, les Chaouis, etc. Il faut aussi parler de ça. L'Algérie est grand comme un continent. Est-ce qu'il faut avoir une centralité de la décision ou est-ce qu'il faut une certaine autonomie par rapport aux régions? Donc tout ça, bien sûr, est nécessaire. Mais encore une fois, c'est à nous de construire cette société civile. C'est à nous de s'impliquer, de faire des formations, des séminaires, effectivement des rencontres entre nous, pondre justement cette plateforme qui nous unit et effectivement la dispatcher. C'est comme un petit peu 1944 où il y avait le Ahbab al-Bayan, vous aviez le Jamaat al-Ulama, le Messali et Farhat Abbas, etc. Et ils ont fait une annonce et après ils se sont propagés à travers le territoire pour expliquer leur démarche. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et quand vous avez, comme l'Ahbab al-Bayan, 500 000 adhérents à votre projet, là, vous pouvez imposer au gouvernement votre agenda. Là vient de s'esquisser sur votre plateau quelques mesures sur ce pacte de transition, qui est la clé. Encore une fois, ce n'est pas un candidat unique. La question, ce n'est pas celle-ci aujourd'hui, c'est celle d'un pacte autour de mesures qui nous fédèrent. Parce que juste un point, s'il y a un point, et je rejoins ce qui a été dit, nous sommes, nous, Algériens, condamnés à vivre ensemble. Très bien. Pour le meilleur ou pour le pire, et j'espère pour le meilleur. J'espère aussi, Boukhalifa, toujours dans le même sens, je vais citer quelques déclarations de nos leaders politiques. Louisa Hannoun dit hier, elle s'adresse de nouveau à Bouteflika, soit la constituante, soit la révolution. Le RCD interpelle Ouyahia justement sur la Banque d'Algérie et le Front social. Ultime session du Majlis Choura MSP aussi, Boudjara Sultani et pareil. Ils interpellent Ouyahia sur la situation et qu'il faut aller justement vers un consensus. Abouira, le FFS, il a déclaré qu'il faut justement aller
dans un ouragan populaire si la situation n'est pas réglée? Moi, à titre personnel, je me suis toujours méfié des slogans. Ils ont tous été galvaudés, donc complètement vidés de leur sens. Moi, je formulerai les choses de façon très abrupte et très simple. Moi, j'incite les gens de ma génération à opérer une insurrection démocratique dans les appareils politiques dans lesquels ils se trouvent, donc y compris dans les partis que vous avez cités, parce que cette génération... Est-ce que les Algériens, justement, Oui. excusez-moi, se trouvent justement dans les partis? Non, Il y a un problème de militantisme non, aujourd'hui. non, mais ce n'est pas qu'un problème de militantisme, parce qu'il y a une lame de fond qui traverse la société, dans le sens où il y a des dynamiques citoyennes qui échappent complètement au contrôle du pouvoir. Donc vous avez le festival Racontar en Kabylie qui depuis 14 ans, ça va être sa 15e année cette Oui. année, donc il persiste, il résiste sans le moindre centime venant de l'État. D'une C'est part. pour ça que beaucoup d'observateurs, justement, disent que si une révolution peut, je ne sais pas, exploser en Algérie, ça pourrait être culturel. Non, mais pas du Mais tout. dans le politique, ce n'est pas du tout la même chose. Non, mais je pense que les Algériens, dans leur immense majorité, ont payé un lourd tribut pendant la décennie noire. Donc ils ne sont pas prêts de l'oublier. Et puis ils ne veulent pas être les dindons de la farce. Ils ne voudront pas être les dindons de la farce pour la deuxième fois. Donc moi, je reprends encore mon leitmotiv, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une insurrection démocratique dans ces appareils politiques. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une rupture par rapport à ce qui a été fait jusqu'à présent. Donc on ne peut plus être en position de quémander du pouvoir quelque chose qui est censé être arraché par des luttes. On crée le rapport de force dans ce sens-là. La posture de Louise Ahnoun, moi je ne peux pas la commenter parce qu'elle n'incarne pas à elle seule un rapport de force. D'une part, si elle se présente demain aux élections, en termes même de sociologie électorale, ça ne représente pas grand-chose. Mais à partir du moment où les dynamiques qui sont extra cadre géré par le système et ses sous-traitants, parce qu'aujourd'hui, le drame que nous vivons, c'est que la plupart des partis politiques, qu'ils soient islamistes, qu'ils soient des démocrates autoproclamés ou se positionnant dans ce genre de famille, se retrouvent de facto des alliés objectifs du système, parce qu'ils font perdurer, parce qu'ils ne poussent pas les murs du cadre pour sortir de ce cadre-là. Ils ne sont plus des forces de proposition depuis longtemps. Ils ont déserté le terrain pédagogique de la formation, d'une part. Et moi, je dirais qu'il n'y aura pas de retour de fonctionnement démocratique ni rétablissement des libertés individuelles et fondamentales, puisqu'on a eu une illusion de fonctionnement comme ça. Donc je pense que le gros combat dans ce sens-là est à ses premiers balbutiements. Pourquoi ? Parce que ce qui fait la force du combat démocratique, c'est une presse libre, c'est les libertés fondamentales et publiques, le droit de se réunir, de s'organiser, d'organiser des choses, ne plus être tributaire de la décision du chef de daïra pour faire une petite conférence qui prend tout de suite des allures de complot de la main étrangère. Non. C'est-à-dire que le drame chez nous, c'est le pouvoir qui a l'agenda. Merci. Donc il faut inverser les rôles dans cette optique. Monsieur Sdekhamou. Un mot important vient d'être prononcé par monsieur, c'est celui de citoyenneté. Vous savez, Ibtikar est un mouvement citoyen et politique. Pourquoi ? Parce que la démarche vient d'être explicitée et je pense qu'on partage beaucoup de valeurs qui viennent d'être dites autour de cette table-là. Parce qu'effectivement, pour nous, la citoyenneté, c'est un premier pas vers je dirais, la politique. Nous sommes aujourd'hui dans un pays où il y a ce que j'appellerais l'individualisme de masse. Ça veut dire, dès que vous commencez à intéresser l'Algérien à ce qui se passe juste derrière la porte de chez lui, il va commencer à s'engager, pas en politique peut-être au début, ce n'est pas grave, ni chez Ibtikar, allez ailleurs, mais engagez-vous dans la vie de la cité, parce que c'est un premier pas très important, et là vous commencez à vous rendre compte que votre vie est dépendante de votre voisin, et que les problèmes qui vous sont posés ne sont pas juste des problèmes qu'on résout facilement, parce que ça remonte à l'administration, ça remonte plus haut, et on comprend très bien que la citoyenneté amène à la politique, et c'est ça, ce déclic qui va faire sortir l'Algérien de sa position de dominé et d'inactif.
Merci. On va passer au deuxième sujet, le petit remaniement ministériel. Donc, vous avez tous vu la petite liste de 4 ministres qui ont été donc touchés. On s'attendait quand même à ce qu'on touche aux ministères qui vivaient un désordre total, dont par exemple la médecine, le travail, mais on n'a pas touché à tout ça. On a touché à des petits ministères, sport, Nazim. Je crois qu'il ne faut pas accorder plus d'importance à ce sujet. Encore une fois, c'est un petit toilettage. Ça répond à des pressions claniques. Pas plus que ça, je veux dire, ça ne va pas Donc on a changer fait non exprès plus. de ne pas toucher à Ben Rabrid. Je veux dire, encore une fois, l'équation, elle est simple. Je crois qu'elle a été dite, et moi je l'ai dit la semaine dernière sur votre plateau. Le problème, ce n'est pas dans le changement des ministres. Bouteflika, il a connu à peu près 700 ministres. C'est vrai. Donc, est-ce que ça a changé quelque chose au quotidien de l'Algérien? Si on ne touche pas au point sensible, c'est le mode de gouvernance de l'Algérie qui, aujourd'hui, reste la colonne vertébrale. Quand il disait c'est le FLN, non, monsieur. La colonne vertébrale dans un État normalement constitué, c'est le peuple. Mais en Algérie, la colonne vertébrale, ça reste l'armée et les services. D'accord? Donc, il y aura 700, 800, 1000 ministres. Ça changera strictement rien en Algérie. D'où la question, justement, Boukhalifa. Pourquoi alors ce changement? Si ce n'est pas pour changer. Et surtout 4 ministres. En fait, vous savez, des fois, vous pouvez être allergique à quelque chose, donc vous éternuez. Donc, à peu près, c'est ce qui se passe au niveau du pouvoir. Et puis, il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'il y a un système de... On est dans un système de récompense, au fait. Donc, quand on a des affidés, quand on a des gens à qui on doit renvoyer l'ascenseur parce qu'ils ont fait campagne électorale, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ceux qui ont été remerciés... Je suis désolé, mais... Non, ceux qui ont été remerciés ont été des fidèles CAS. Oui, justement. Enfin, ils ont fait campagne sur les 2 derniers mandats. Donc, à peu près, le système estime que la récompense à hauteur du service rendu a été atteinte. Donc il est temps un peu de récompenser les autres, mais pas plus, pas moins. Puisque d'abord le remaniement n'a pas touché les postes régaliens. On n'a pas touché au ministère de la Défense, on n'a pas touché au ministère de l'Intérieur, ni au ministère des Affaires étrangères. On sait très bien que de toute façon, chez nous, les ministres reçoivent bien leur ligne la ligne de conduite est dictée ailleurs, le centre de décision est ailleurs. Donc si vous voulez, on peut débattre du problème des institutions, donc il faut faire cette dichotomie entre les institutions et le pouvoir. Donc chez nous, les institutions ne sont pas au service du peuple. Et les institutions chez nous, malheureusement, sont un héritage d'un système qui a été créé en 1962 et dans la philosophie et quand même vient du premier coup d'État qui s'est fait en 1957 par la liquidation d'Aben. Donc les militaires, bon, pour schématiser, pour être un peu caricatural, ont pris le pouvoir et depuis cette période, ça n'a pas changé. Donc les civils sont là comme paravent, comme fusibles accessoirement, c'est tout. Donc la vitrine, c'est ce qu'on appelle du revamping. Quand vous avez une vieille boutique et que vous avez envie de la revendre, vous faites un petit lifting et puis vous la remettez un peu en selle. Oui, mais si on parle par exemple de Khawa, beaucoup disent justement, est-ce qu'il a payé sans faute de diplôme ou alors c'est le contraire, il a été remercié, félicité justement, parce qu'il est envoyé dans un autre poste. Non, mais le problème de la véracité des diplômes en Algérie est un problème aussi vieux que le monde. Ça a toujours existé. Et c'est-à-dire qu'il ne faut pas, quand même dire que le système se découvre une certaine vision de la vertu. Non, on est très loin de là. Mais tout simplement, c'est qu'il y a des petits rééquilibrages, mais on est toujours dans cet esprit clientéliste, hein, tout simplement. Hein. Parce qu'il y a des petits rapports de force en ce moment, ce serait bien de mettre un tel à la tête de ce ministère. Mais le problème, c'est que dans un ministère, donc on change le chef de cabinet, puis tout ce qu'il y a aux alentours, il y a des nominations qui vont suivre sur le terrain. On est toujours dans ce rapport clientéliste. Voilà. Et ça ne changera pas. Je pense que ce qui est important, c'est que les ministères régaliens n'ont pas été touchés. Pas du tout. Voilà. Monsieur Sdiq, justement, Mahjoub Bedda a été déjà viré par Ouyahia en 2014. Je pense qu'il revient par Ouyahia. Et alors
Et alors, est-ce que c'est normal? Non, non, mais j'entends votre question. J'entends votre Il a été question. viré par Si, on y a. c'était le ministre de... Ah oui, c'est vrai. Il Oui, était c'est ministre pas de Yahya. Tebboune et après il a été Voilà. viré par... Écoutez, vous essayez de me faire faire, mais je vous le dis en souriant, bien sûr, vous essayez de me faire un exercice qui n'est pas le mien. Je ne suis pas commentateur politique, je suis acteur politique. Il suffit que les acteurs politiques commentent la vie du palais. Mais je vais vous répondre quand même. Hein. C'était juste pour dire quelque chose qui est très important. Hein. Je crois que l'ADN du système, l'ADN de la matrice, ne changera pas, même si vous changez les ministres régaliens. Rien ne bougera. Encore une fois, soyons sérieux. C'est pour ça que je parlais, je dirais, de la logique du système, de l'ADN du système. Tout ça, ça a été décrit. Il y a un système qui fait qu'effectivement, on rétribue ceux qui ont servi, mais on les laisse à la lisière du système. Et quand on en a besoin, on les rappelle. Mais c'est pour ça qu'on se pose la question, M. Ousder, justement. Je vous comprends. On le sait tous, que rien ne va changer. Alors pourquoi ce remaniement de 4 ministres? Mais parce qu'il correspond, de mon point de vue. Mais encore une fois, là, je vais commenter, c'est des conjectures, c'est un système totalement opaque. Soyons sérieux, c'est 4 personnes qu'on change. On change sur un terrain. Il doit y avoir de la rétribution, il doit y avoir ici ou là des rééquilibrages à la marge qui se font entre les uns et les autres. Mais moi, aujourd'hui, sur votre plateau, je vous dis, passez-moi cette expression, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui, demain, comment construire une alternative, comment créer les conditions du changement et comment conduire ce changement. C'est compliqué, ça a été dit ici et là. Mais je reprends, si nous voulons construire véritablement un rapport de force, nous perdons tous les jours un jour. Et tout cela avance. Parce que 2019, effectivement, est un premier objectif, mais ce n'est pas le seul. Parce que après, le lendemain, the day after, comme disent les Britanniques, qu'est-ce qu'on va faire de cette Algérie-là si nous, ces enfants-là, nous ne nous organisons pas dès maintenant? C'est ça, le Beit el-Qasittan. Merci. Nazim, on passe à un autre sujet, le grand retour de Chakib Khalil. Donc, il a été aux États-Unis, reçu à l'aéroport à Oran par le Walid Oran et vient de faire une série de visites de villes à l'intérieur du pays. Beaucoup de villes, justement. Je cite Tlemcen, Sidi Bel Abbas, Ain Temouchen, Tsaïda, Maaskar, Djelfa, Rouat, Msila. Aucune grande ville, aucune ville en Kabylie. Pourquoi? Et c'est quoi ce retour? Je crois que finalement la question elle diffère, mais le fond reste le même. Moi, ma réponse ne va pas différer de ce que j'ai dit. Franchement, c'est pour amuser la galerie, pour faire diversion. Mais le problème, c'est que, bon, au-delà du fait que ce qui a été dit, bon, on ne va pas le répéter, on a dit que la colonne vertébrale, c'est l'armée. On va faire un toilettage ministériel pour amuser la galerie, pour faire diversion. On va ramener Chakib Khalil qui est soupçonné d'avoir détourné 200 millions au titre des commissions avec la société Saipem quand il était ministre des Affaires de l'énergie. Mais le problème, c'est que là, on voit que il n'y a pas de clarté, je dirais, dans ce régime-là. Parce que, d'accord, la personne est condamnée. Au moins, ayez un petit peu la pudeur de le cacher. Il était aux États-Unis. Oui, mais Yahya a dit ouvertement à la radio, dans une radio algérienne, que ce monsieur a été lavé par la justice algérienne. Non, il n'a pas été lavé par la justice algérienne. Mais ça peu importe, c'est pas important. Voilà. Il n'a pas été lavé par la justice algérienne. Il y a eu un mandat d'arrêt qui a été prononcé par un juge. Ce mandat d'arrêt, soi-disant, il y a un vice de procédure. Le juge, 3 mois après, il a été viré. La justice ne l'a pas innocenté. C'est juste le mandat d'arrêt où il y a eu un vice de forme. Bon, ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement où ce régime va mener l'Algérie. Donc, en fait, on a des déclarations fantaisistes, on a des gens qui sont soupçonnés d'être corrompus, qui sont en train de faire la tournée des Zaouïas. Moi, personnellement, je ne vois pas, mis à part faire de la diversion, la logique derrière tout ça. Voilà, tout simplement. Merci. Abou Khalfa, sur le retour de Chakib Khalil, après les Zaouïas, maintenant c'est les universités, c'est les grandes villes, c'est les hôtels. Bon, en fait, l'argent, le financement, d'où vient? Comment? Oui, mais c'est un non-événement, de toute façon, c'est un événement, c'est un non-événement. Donc on essaie de remettre un peu en selle un individu qui incarne aussi, qui incarne ce que
la dimension la plus abjecte du système chez nous, c'est-à-dire je vous vole, mais les yeux dans les yeux, et je vous dis que j'ai ma main dans votre poche, et je vous dis ce n'est pas moi, alors que vous le voyez. Mais encore une fois, c'est un non-événement qui va passer inaperçu, comme il a tenté il y a 1 an et demi de ça de le faire. Mais par contre, ce qui est bien dans ce type c'est que c'est des événements qui poussent les Algériens quand même aussi à se poser des questions sur la nature et la solidité du pouvoir réel. C'est-à-dire que l'Algérien lambda est capable d'interpréter et de se dire que si le régime a un recours à de tels subterfuges, c'est qu'il ne lui reste pas grand-chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le pouvoir commence à faire feu de tout bois, c'est-à-dire en essayant de remettre en selle des individus qui ont été quand même, qui n'ont aucune crédibilité, quand on voit que le train de vie du bonhomme est passé au crible dans les réseaux sociaux, indépendamment de son inscription dans la matrice réelle du pouvoir, c'est un non-événement, mais ça pousse aussi les Algériens à se dire, de toute façon, ils n'ont plus de candidats, ce régime est aux abois. Si, ils ont Bouteflika pour un 5e mandat. Monsieur Siddiq. Oui, écoutez, moi je pense que on va convoquer l'histoire de l'Algérie. Moi, ce que j'en sais, entre autres, c'est qu'à chaque fois, le président élu ou proclamé, qu'importe, c'est les mêmes, a été, je dirais, sorti du chapeau. Quand Chadli est arrivé, on disait c'était soit M. Yahyaoui, soit M. Bouteflika. Qui attendait Kafi, qui attendait le tour du magicien. Ils sont allés chercher quelqu'un qui était à la retraite, c'est Boudiaf Allah Rahmou. On l'a sacrifié pour que le système continue. Donc, de mon point de vue, tout ce qui est organisé est une vaste mascarade, fumisterie. C'est pour amuser le chaland. Comme ça, demain, si vous voulez, on dira, on va encore nous sortir quelqu'un. Ça permet de canaliser les discussions sur quelque chose qui n'existera pas. Qui n'existera pas. Alors on peut lui faire toutes les tournées quasi présidentielles. C'est comme la tournée d'un cirque. Voilà. Alhamdoulilah, on a eu une information de Siddiq finalement. Nazim, on va passer au Front social, les médecins résidents donc qui décident de continuer leur grève. Le CNAPES, pareil, boycott des examens aussi. Ah bon? Là, on passe plus ou moins à un sujet un peu plus sérieux et concret. Ben oui, parce que déjà, au nom du mouvement Rachid, je leur rends hommage quand même. Ils sont d'un courage extrême puisqu'ils ont raté quand même 2 fois leur. Ils ont raté, ils ont boycotté deux examens de résidanat. Donc c'est quand même leur avenir qu'ils mettent entre parenthèses pour avoir raison par rapport à leurs revendications. Donc, hommage à ce courage-là. Hommage à ces Algériens qui ont ce courage et de démontrer par des moyens non violents, encore une fois, qu'on peut pousser la tutelle à faire marche arrière, comme par exemple la grève des enseignants. Donc, j'espère qu'on va continuer sur cette lancée. Le chemin est très long pour effectivement constituer encore une société civile qui est solide, mais c'est tout à fait normal parce qu'on sort quand même de pas mal d'années de terreur, de travail de sable de la société civile. Ça se construit petit à petit et donc franchement, moi ça me rend en tout cas fier qu'en Algérie on n'a pas que des médiocres, mais plutôt des gens courageux qui sont combatifs et qui veulent vraiment obtenir leurs droits. Voilà. Merci. Abou Khalifa, pourquoi le régime justement continue dans cet entêtement? Pourquoi il ne veut pas négocier? Pourquoi il ne veut pas résoudre ce problème? En fait, le pouvoir réagit de façon réflexe quand il y a une dynamique qui commence à lui échapper. À partir du moment où vous faites ce que vous voulez dans un cadre qu'il a prédéfini dès le départ, c'est-à-dire que la contestation est tout sauf organisée par le système. Donc à partir du moment où elle commence à lui échapper, ça c'est très important, donc il réagit violemment, c'est ce qui s'est fait. Et puis d'un autre côté, il y a des moments où il peut se contenir,
mais on voit la nature réelle du pouvoir. Pourquoi ils n'ont pas créé une troisième fois comme d'habitude? Non, en fait, on voit la nature réelle du pouvoir qui s'affiche. Parce que quand vous matraquez vous imaginez l'image quand on matraque des médecins. Vous matraquez des médecins, ce qui est quand même extrêmement violent comme image. C'est-à-dire que c'est machiavélique comme procédé, parce qu'il y a un message derrière. Parce que le pouvoir est en train de dire indirectement aux autres, vous voyez, Qarien, vous voyez comment je peux les matraquer. Et puis les gens de conditions modestes, qui sont dans le peu de tissu industriel demain, ne vous avisez pas de vous mettre en grève comme ceci, ou de créer ou de vouloir créer ne serait-ce qu'un mouvement de contestation de cette nature. Vous voyez comment le système il peut réagir. Donc la lecture est double une fois. Donc c'est vrai que cette tranche de la société, les médecins ou les résidents ont toujours été à la pointe parce que c'est quand même politique. Ce n'est pas que des luttes syndicales, parce que là, il y a quand même quelque chose de politique, puisque dans la plateforme de revendication, vous allez voir quand même des revendications qui ont un caractère politique. Quand j'invite juste les gens à la relire, à refaire une double lecture, et vous allez y voir des choses qui sont très, très importantes. Identique la même chose pour les enseignants. Hein. Merci Boukhalifa. Monsieur Sdiq, est-ce que le régime est prêt au piège? S'il cède aux revendications des enseignants et des médecins, beaucoup d'autres corporations peut-être peuvent descendre dans la rue? Bien évidemment, c'est pour ça qu'il a tracé une ligne rouge. Et cette ligne rouge, elle a été faite avec le sang des médecins. N'oubliez jamais cela. Et juste encore un dernier point, ça pose peut-être un autre éclairage complémentaire, ça pose la question des services publics. L'école, la médecine, il y a les résidents, les internes et les spécialistes dont on ne parle pas. Donc on a un gros problème de gestion. Regardez, les budgets de fonctionnement de l'État sont colossaux pour ce domaine. Il y a une inefficacité de l'État qui est criante. Donc il détruit les richesses, il pourchasse l'intelligence et il a peur de l'Algérien. Merci, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci Nazim Taleb, merci. Oui. Juste un mot, ça c'est important. Aujourd'hui, c'est quand même l'hommage à Ali Msili. C'est vrai. Donc, je saisis cette occasion parce que j'ai repris, si vous me permettez, peut-être 15 secondes. La lettre avant de mourir, Ali Msili, ça résume la situation algérienne. Il dit « Je meurs sous des balles algériennes pour avoir aimé l'Algérie. Je meurs seul dans un pays d'indifférence et de racisme. Je meurs pour avoir vu mourir l'Algérie au lendemain même de sa naissance et pour avoir vu bâillonner l'un des peuples de la terre qui a payé le plus lourd tribut pour affirmer son droit à l'existence. » Un dernier mot sur Ali Msili? Oui, j'étais arrivé en retard parce que justement, vous venez l'hommage était quand même assez émouvant. C'est toujours délicat. On est toujours dans un compte qui n'est pas soldé, et avec la France et avec l'Algérie, puisqu'il y a les deux raisons d'État. Il y a la raison d'État des deux pays qui a primé dans ce rapport de... On voit Ali Msili sur les images là. Voilà, donc quelque chose qui s'est fait au détriment du combat de toute l'Algérie démocratique. Et ça reste quand même un exemple à méditer. Et tant que ce déni de justice n'ira pas jusqu'au bout, c'est une blessure mémorielle qui sera toujours béante. Et je pense que c'est un préalable pour que l'Algérie de demain se reconstruise et avoir un partenariat de vis-à-vis avec la France. Merci Boukhalifa. Je vais être très bref. Mémoire et fidélité à la pensée aux actes d'Ali Msili. Pour cela, engagez-vous tous pour que cette Algérie soit la nôtre, celle de demain. Merci. Atakom Saha, merci Nazim Taleb, merci Boukhalifa Ben Mamar, merci Monsieur Sdiq. Nous arrivons à la fin de cette émission et Atakom Saha, merci, à très bientôt Inch'Allah.